Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 77e épisode d'une semaine en comics et le premier de 2025. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo de mercredi dernier consacrée aux nouveautés de janvier, bonne année. Une année qui a à peine commencé et les premières sorties sont déjà là. Et pour fêter ça, qu'est-ce que j'ai acheté ? Roulement de tambour. Rien. Valou. Alors c'est pas grave, on va quand même passer en revue les différentes sorties de cette semaine. Alors sans forcément être exhaustif non plus. Par exemple, je vais pas vous parler cette semaine du tome 2 de l'intégrale Rick et Morty chez iComics. J'aime Rick et Morty, j'aime ça que en dessin animé. Les comics, j'avais lu le premier tome à l'époque, et vraiment j'ai trouvé ça sans intérêt. Donc, les autres nouveautés de la semaine, c'est exclusivement du Panini. Et on va commencer par quelques retardataires qui auraient dû paraître en décembre et qui arrivent seulement aujourd'hui. C'est le cas des deux Marvel Must-Have du mois, à commencer par le tournoi des champions. Alors ça, c'est ma vieille édition de chez Lug, qui date de 1984. Elle a plus de 40 ans. Et c'était le 3e numéro de un récit complet Marvel. Alors, le tournoi des champions, c'est une mini-série en 3 numéros, qui est écrite par Mark Gruenwald, Bill Mantlo et Steven Grant, et qui est dessinée par John Romita Jr., ancré par Pablo Marcos. Et c'est un titre dans une certaine mesure historique, puisque c'est la toute première mini-série publiée par Marvel en 1982. Et c'est aussi un titre qui a failli ne jamais exister. Alors avant ça, il faut que je fasse un petit retour en arrière et que je vous parle de ça. L'araignée aux Jeux Olympiques d'hiver. Là encore, j'ai ressorti une de mes vieilleries. Toujours chez Lug, c'était une aventure de l'araignée numéro 11, paru en 1981, et je crois que ça n'a jamais été réédité depuis, il me semble pas. Alors aux États-Unis, c'était paru un an plus tôt, début 1980, à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver, qui se tenait à Salt Lake City. Et au scénario, on retrouvait déjà le trio qu'on va retrouver sur le tournoi des champions, c'est-à-dire Bill Mantlo, Mark Gruenwald et Steven Grant. Et au dessin, c'était Herb Trimpe, ancré par Bruce Patterson. Alors, l'histoire, en très gros, c'était une gentille couillonnerie, où Spider-Man et Hulk se retrouver embringués dans un conflit qui opposait l'homme taupe à Kala, la reine de Subterranea, et qui du coup venait foutre le boxon en plein pendant les Jeux Olympiques. Alors voilà, c'était un peu couillon comme histoire, mais ça a donné des idées aux scénaristes qui se sont dit que ce serait cool de faire un autre récit du même genre à l'occasion des Jeux Olympiques d'été, qui allait se tenir à Moscou 6 mois plus tard. Et le projet a reçu le feu vert, et les scénaristes ont filé leur script à John Romita Jr. pour qu'il le dessine. Et c'est ce que Romita a commencé à faire. Sauf que, quelques temps avant, fin 1979, l'URSS a envahi l'Afghanistan. Alors vous allez me dire, quel rapport avec la choucroute ? En fait, ça a, à l'époque, méchamment tendu les relations internationales, et dans les mois qui ont suivi, un certain nombre de pays occidentaux, à commencer par les États-Unis, ont menacé de boycotter les Jeux Olympiques de Moscou. Et au final, c'est ce qu'ils vont faire. Et du coup, ça a tué le projet avant qu'il puisse être bouclé. Parce que, sans la présence d'athlètes américains au JO, l'histoire prévue, elle tenait plus la route, et c'était aussi beaucoup moins intéressant pour Marvel de publier un tel récit dans ce contexte, et donc le projet a été annulé.
Et en toute logique, on n'aurait plus jamais dû en entendre parler. Sauf que, John Romita Jr., lui, il avait déjà dessiné une quarantaine des planches de ce récit, qui avait ensuite été envoyé à son encreur Pablo Marcos, et visiblement, personne ensuite pensait à prévenir Marcos que le projet était abandonné. Et donc, quelques temps plus tard, en 1981, Pablo Marcos débarque dans les bureaux de Marvel avec ses planches ancrées. Et vu la qualité des planches en question, Mark Gruenwald s'est dit que ce serait quand même vraiment couillon de balancer tout ça à la benne. Et il a donc proposé à Jim Shooter de retravailler le projet et d'en proposer une nouvelle version. Et c'est ce qui va donner, au bout du compte, cette mini-série en 3 numéros. Mais ça va pas se faire sans mal, parce que entre le moment où Romita Jr. a dessiné ses planches et le moment où elles vont être publiées, il s'est donc passé 2 ans, et entre-temps, certains personnages Marvel ont disparu ou ont changé de costume, et là on est quand même à une période où la continuité est encore prise très au sérieux chez Marvel, et donc il s'agissait de pas faire n'importe quoi. Et du coup, c'est Bob Layton qui va être chargé de retoucher les planches de Romita Jr. pour modifier ou pour remplacer tel ou tel personnage. Par exemple, Captain Marvel qui était présent dans la version originale, mais qui est mort entre-temps, et Layton va le remplacer par Captain Britain, ou pareil, Miss Marvel qui va être, elle, remplacée par She-Hulk dans le récit. Et alors tiens, voilà, au passage, cette planche où tous les héros sont réunis, en VO, c'était une double page. Sauf que, Lug manquait de place, donc ils ont choisi de juste publier la page de gauche. Ils s'emmerdaient pas à l'époque, il n'y avait pas assez de place, pas grave, on va virer 1 ou 2 pages, et puis ça ira très bien. Et dans la suite du récit, il y a encore une paire de pages qui vont sauter. Et au moins, dans l'édition qui sort cette semaine, en Marvel Must Have, vous aurez une version non tronquée. Bon, quoi dire de l'histoire ? Alors, pas grand-chose, en fait. Tous les super-héros de la Terre vont se retrouver dans l'espace, convoqués par le Grand Master, qui est un des doyens de l'univers, et qui veut ramener à la vie son frère, le Collector. Et pour ça, il doit affronter un personnage qu'on voit ici, mais dont on découvrira l'identité que à la fin. Et chacun va composer son équipe de super-héros qui vont s'affronter en 4 manches. Et donc, on retrouve à peu près tous les super-héros de l'époque, plus des nouveaux. J'ai revenu un peu en arrière, mais on va découvrir, on va découvrir dans cette série, des personnages comme le Peregrine, qui est le premier super-héros français. On a Blitzkrieg, qui lui vient d'Allemagne de l'Ouest. Shamrock, elle est d'Irlande du Nord. Defensor, qui est un Argentin, ou Talisman, qui est un aborigène. Et puis on va également trouver l'Israélienne Sabra, dont ça devait être aussi la première apparition. Sauf que, comme le projet avait un temps été enterré, en fait, Bill Mantlo avait décidé, lui, de l'utiliser entre-temps dans Incredible Hulk, qu'il écrivait à l'époque. Donc en fait, l'idée d'avoir comme ça plein de super-héros de différentes nationalités, là aussi, ça remonte aux origines du projet. Quand l'histoire devait se dérouler pendant les JO, et Marvel souhaitait que son casting soit un petit peu plus international. Alors, au final, en fait, aucun de ces personnages a vraiment fait carrière, même si on les a retrouvés par la suite, de temps en temps, dans telle ou telle histoire.
À part ça, côté histoire, donc, l'idée c'est de faire s'affronter le plus de héros possible entre eux, et puis à la fin, on compte les points. Et c'est là qu'on a quand même le dernier truc rigolo de cette histoire, c'est que, au bout du compte, le Grandmaster remporte le tournoi 3 points à 1. Sauf que, quand on reprend la composition des équipes, ça devrait être 2 partout. Sauf que personne chez Marvel s'est rendu compte qu'il s'était planté, et la mini-série est parue comme ça. Et après sa publication, Marvel a reçu des tonnes de courriers qui pointaient du doigt l'erreur qui avait été faite. Et Jim Shooter, qui était le big boss de Marvel à l'époque, il a convoqué Mark Gruenwald pour lui demander comment ça avait pu merder à ce point. Et Gruenwald, il s'est pas démonté, il a raconté à Shooter que, pas du tout, en fait, c'était prévu comme ça, parce que il prévoyait une suite à cette histoire. Alors, on sait pas si Shooter a vraiment cru à cette explication, mais de fait, il y a vraiment eu une suite à cette histoire, qui est parue dans les annuals d'Avengers et de West Coast Avengers de 1987. Et donc, ces 2 annuals figurent également au sommaire du Marvel Must-Have, mais c'est pas la première fois que Panini les publie, et on les trouvait notamment l'an dernier dans l'Epic Collection Avengers, le jour du jugement dernier. Alors, là aussi, côté scénario, c'est pas foufou. Côté dessin, par contre, on trouve quand même des choses intéressantes. Si je retrouve, les bonnes pages. Mais on a notamment... ouais, c'est là. En fait, dans l'Avengers Annual, ils sont quand même une dizaine de dessinateurs et d'encreurs à avoir mis la main à la pâte, et du coup, on a quand même des pages, par exemple, dessinées par John Romita Jr., ancrées par Bill Sienkiewicz. On a, pareil, du Keith Pollard, ancré par Al Williamson. On a du Marshall Rogers, ancré par Bob Layton, ou bien encore du Jackson Guice, ancré par Kevin Nolan. Et puis voilà, on a fait à peu près le tour de ce premier Marvel Must-Have de l'année. Et l'autre qui est sorti cette semaine, c'est Avengers, la guerre Kree-Skrull de Roy Thomas, Neil Adams, John et Sal Buscema. Alors, là encore, j'ai sorti pour l'occasion une ancienne version que Panini avait publiée dans sa collection Best of Marvel en 2009. Et mine de rien, ça commence quand même à dater un peu. Ça fait presque 16 ans. Alors, la traduction, elle est de Laurence Bellingar. Là, je l'ai pas relu. En général, quand même, elle s'en sort mieux sur ce genre de titres anciens que sur les comics récents. Et donc, au sommaire, on a les épisodes 89 à 97 d'Avengers, qui sont datés de juin 1971 à mars 1972. C'est dire que tout ça est quand même plus très jeune, mais voilà, effectivement, ça fait partie des classiques de l'époque. Alors, c'est une histoire qui est assez ambitieuse et que Roy Thomas va développer sur 9 numéros, en partie avec l'aide de Neil Adams, et qui met donc la Terre au centre d'une guerre qui oppose les 2 principales races extraterrestres rivales de l'époque dans l'univers Marvel, c'est-à-dire les Kree et les Skrull. Et c'est aussi une histoire qui va faire le lien avec d'autres séries Marvel de l'époque, et qui va intégrer dans son intrigue d'autres personnages. Dans les premiers épisodes,
il y a un rôle central qui est donné à Captain Marvel, à une époque en fait où sa propre série était interrompue, et comme c'était souvent le cas chez Marvel dans ces années-là, quand une série s'arrêtait, eh ben, les aventures du personnage se poursuivaient dans un autre titre, au moins le temps de boucler quelques intrigues inachevées. Et on a la même chose dans la suite de ce récit, avec l'arrivée des Inhumains, qui eux aussi venaient tout juste de perdre leur série régulière dans les pages d'Amazing Adventures. Si on ajoute à ça la présence à un moment de l'histoire des Fantastic Four et Roy Thomas qui reprend une vieille intrigue des débuts de leur série pour y donner une suite ici, du coup ça donne vraiment à toute cette histoire une assez grande ampleur, et davantage quand même que ce qu'on rencontrait habituellement dans les séries Marvel de cette époque. Et puis bon, à partir du numéro 93, on a donc Neal Adams qui débarque sur la série, à partir d'ici. Et clairement, Neal Adams, à l'époque, c'est vraiment l'artiste américain le plus en vue. Alors, c'est pas la première fois qu'il bosse avec Roy Thomas. Ils avaient réalisé déjà ensemble plusieurs épisodes des X-Men. Et puis aussi les premiers épisodes des Inhumains dans Amazing Adventures. Et donc, Neal Adams va proposer beaucoup de choses niveau scénario. Alors, des années plus tard, lui et Roy Thomas raconteront chacun leur propre version des faits, de qui a introduit telle ou telle idée, mais quoi qu'il en soit, il s'agissait vraiment à l'époque d'une véritable collaboration entre les deux. Alors la prestation de Neal Adams sur la série, elle va être relativement brève, elle va durer seulement 4 épisodes, et encore, le numéro 94 est en partie dessiné par John Buscema, et c'est également Buscema qui va dessiner le dernier épisode, alors que c'est Neal Adams qui devait s'en charger. Mais le problème, c'est que Neal Adams était tellement en retard pour rendre ses planches que Roy Thomas a dû faire appel à Buscema en catastrophe pour dessiner ce dernier épisode. Et du coup, quand Neal Adams a finalement rendu les planches sur lesquelles il avait travaillé, Thomas lui a dit que c'était bien gentil, mais que c'était trop tard. Et Neal Adams, il l'a pas spécialement bien pris. Quoi qu'il en soit, côté scénario, alors voilà, malgré le côté novateur de cette histoire pour l'époque, ça a quand même pris un bon coup de vieux. Disons que tout ça est quand même assez brouillon, ça part un peu dans tous les sens. Roy Thomas a voulu inclure tout un tas de choses et de personnages dans cette histoire, y compris son amour pour les super-héros des années 40, qu'on va voir débarquer dans la dernière partie du récit, de manière assez bizarre. Bon, clairement, les épisodes les plus réussis, c'est ceux dessinés par Neal Adams, y compris au niveau de l'histoire, parce que dans ces épisodes, ça semble quand même mieux maîtrisé, et le récit est plus fluide. Mais voilà, clairement, c'est quand même un récit qui a toute sa place en Marvel Must-Have, à mon avis, beaucoup plus que le tournoi des champions, qui est beaucoup plus anecdotique. Un dernier truc, oui, que je voulais quand même signaler, c'est que les 3 derniers épisodes au sommaire, donc les numéros 95 à 97, on va les retrouver dans 15 jours dans l'intégrale Avengers 1972. Là, je suis pas sûr que niveau timing, Panini ait vraiment bien géré le truc. À part ça, dans les retardataires de fin 2024 qui arrivent aujourd'hui, on a le dernier volume de Warlock et les Gardiens de l'Infini. Alors là-dessus, je vais être très bref parce que c'est vraiment pas une lecture que je conseille. C'est une série qui était parue chez Semic dans Titan, mais Semic avait lâché l'affaire avant la fin.
il s'était arrêté à l'épisode 33 en VO, dans Titan 204 de janvier 96, c'est celui-ci. Et puis en fin d'année, ils ont aussi publié dans Nova, cette fois, les 2 derniers numéros de la série, le numéro 41 et le 42, qui faisaient en fait partie de l'event Atlantis Rising. Mais donc là, dans cette intégrale, on a donc pour la première fois les épisodes 34 à 40 qui sont traduits en France, ce qui correspond grosso modo à la moitié du sommaire. Côté scénario, on a les derniers épisodes écrits par Jim Starlin, qui est ensuite remplacé par John Arcudi. Et puis, côté dessin, on a du Pat Olive, donc de ce point de vue, au moins, on a quand même une nette amélioration par rapport à ce qui a précédé. Et en particulier, les épisodes où Tom Grindberg swipait, mais comme un goré, des dessins de Mike Mignola. Mais malgré tout, quoi qu'il en soit, je ne conseille pas. Ce que je conseille plutôt, c'est les 2 omnibus de la semaine. D'abord, le premier volume de Immortal Hulk par Al Ewing et Joe Bennett. Bon, ça c'est le premier tome de l'édition en 100% Marvel. Mais dans l'omnibus, on retrouvera l'équivalent des 6 premiers tomes, plus une partie du sommaire de l'album intitulé Apocryphe. Alors, je vais aller vite sur ce titre, parce que c'est une série, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, que je trouve le temps de la relire d'une traite. Mais ce que je peux en dire, voilà, c'est que c'est vraiment un travail intéressant. Bon, avec des hauts et des bas tout au long de la série. Ewing, il prend parfois des détours un peu longs. Tout fonctionne pas. Mais ça reste quand même une des séries les plus marquantes consacrées au personnage de Hulk. Et puis bon, Joe Bennett au dessin. Clairement, à mon avis, c'est son meilleur travail de toute sa carrière. Bon, alors... Une fois la série finie, c'est quand même bien cramé suite à la publication sur les réseaux sociaux d'un de ses dessins à la gloire de Bolsonaro. Un truc vraiment bien puant. Et du coup, on n'est pas prêt de le revoir chez Marvel. Alors après, voilà, on va pas se lancer dans un débat à la con sur faut-il séparer l'homme de l'artiste, blablabla. Mais le fait est que la prestation de Bennett ici est assez exceptionnelle. Et que la série lui doit beaucoup. Et que, donc, dans un format ou dans l'autre, c'est une lecture que je recommande chaudement. Tout comme je recommande le 2e volume de X-Factor par Peter David. Alors là, on a droit à un omnibus encore plus volumineux. Immortal Hulk, il fait 800 pages, celui-ci il en fait plus de 1100, avec les 39 premiers épisodes de la série de 2006, plus la mini-série Madrox, qui avait précédé la série en 2004, plus on a une paire de one-shots parus à la même époque, et puis aussi on a un épisode de She-Hulk quand Peter David écrivait la série. Et c'est vachement bien. Alors, graphiquement, c'est bien sans plus. Disons que c'est dans le style réaliste de l'époque. C'est pas un truc dont je suis très fan. Mais au moins, voilà, ça fait le boulot. Et finalement, sur la longueur, ça participe à donner son identité à la série. Mais voilà, c'est surtout côté scénario que c'est vraiment du très bon. Peter David, ça a jamais été le scénariste le plus doué pour imaginer des intrigues vraiment originales, pour développer des concepts novateurs. Lui, son truc, c'est les personnages. Tu lui files quelques personnages, en évitant le plus possible les ingérences éditoriales, en lui laissant vraiment les mains libres, et il te fait vivre ça comme personne.
Et là, c'est vraiment ça, parce que toute la qualité de la série repose sur les personnages et sur leurs interactions, et ça donne des trucs quand même assez formidables. Le personnage central, c'est vraiment Madrox, l'homme multiple, qui est quand même un des personnages les plus absurdes de l'univers Marvel, qui peut se dédoubler quasiment à l'infini. Et Peter David en fait un personnage à la psychologie fracturée, et où chacun de ses doubles est l'incarnation d'une des facettes de sa personnalité. Et Peter David, il joue avec ça de manière quand même assez brillante. Dans cet épisode, par exemple, Madrox va décider de réintégrer tous ses doubles qui sont éparpillés aux quatre coins du pays. Et certains sont autonomes depuis tellement longtemps que y en a un, par exemple, qui désormais mène sa propre vie, totalement indépendante, et du coup, va se poser un dilemme moral pour Madrox, parce que il va se trouver dans une position où, s'il réintègre son double, il va briser la vie d'autres personnes. Alors, des épisodes comme celui-ci, on en trouve plein, vraiment, tout au long de ce run. Et en fait, pas seulement uniquement consacré à Madrox. Vraiment, tous les personnages sont traités de manière très fine et intelligente. On a par exemple cet épisode dans lequel Cyrene apprend la mort de son père, Banshee. Et elle refuse de faire son deuil. Pourquoi ? Parce que elle sait parfaitement bien, comme nous tous, que les super-héros meurent jamais vraiment, et que tôt ou tard, il va refaire son apparition. Mais tout ça est quand même traité de manière beaucoup plus subtile que ce que je peux en dire en une phrase. Bref, si vous n'avez jamais lu ces épisodes de X-Factor, c'est quelque chose que vraiment je conseille de lire. Alors après, je sais pas ce que vaut la traduction. C'est un peu toujours le même problème avec Panini, surtout en plus pour une série qui a été initialement publiée dans une revue périodique. Le minimum de leur part, ce serait au moins de vérifier que la trad est correcte, mais c'est pas vraiment dans les habitudes de Panini. On continue les nouveautés de la semaine avec le tome 3 du Daredevil de Chip Zdarsky en Marvel Deluxe. Et alors, outre les 6 derniers épisodes de sa première série, on a surtout la mini-série Devil's Reign. Ça, c'est le premier tome de la version 100% Marvel, dans laquelle on trouvait également les différents tie-ins. Alors, ici, le seul tie-in qui a été repris, c'est celui consacré à Elektra, Woman Without Fear, dessiné par Raphaël de la Torre. Très franchement, c'est le seul tie-in intéressant. Alors bon, ça n'a pas d'impact majeur sur l'event. Par contre, c'est effectivement lié à la série régulière. Clairement, je suis pas fan de Devil's Reign. Je trouve que les choses auraient pu être gérées autrement. C'est-à-dire sans se noyer dans des sous-intrigues qui servent à rien. Mais le problème, voilà, c'est que chez Marvel, on adore ce genre de gros events boursouflés. Et voilà, je trouve ça dommage. Et puis en plus, voilà, surtout, ça a introduit la seconde partie du run de Zdarsky, que je trouve quand même infiniment moins réussi que la première. Et en gros, voilà, mon désamour de son travail sur Daredevil, ça commence ici. Bon, on en a presque fini avec les sorties de cette semaine. Il reste un titre à évoquer, qui en fait c'est la seule véritable nouveauté de la semaine. Alors pour ça je vais devoir passer sur tablette. C'est le premier tome de la nouvelle série
Deadpool par Cody Ziglar et Roger Antonio. Bon, de base, je suis pas fan de Deadpool. Je suis pas fan non plus de... Merde. Je suis pas fan non plus de Cody Ziglar. En fait, il y a que Roger Antonio dont j'aime plutôt bien le style. C'est pas vraiment original, mais au moins c'est plutôt bien maîtrisé. Et voilà, ces 5 premiers épisodes, on va dire que j'ai lu ça sans déplaisir. C'est-à-dire que jamais de la vie je lâche 18 balles pour ça. Mais bon, voilà, j'ai lu ça sur Marvel Unlimited, et ouais, ça se lit. Et franchement, je suis loin de penser que tous les titres qui ont été consacrés à Deadpool au fil des ans méritent d'être lus. Ici, en fait, on va suivre Deadpool à la tête d'une petite équipe composée de son chien symbiote, Princesse, de sa fille, dont on avait appris l'existence dans une série précédente, j'ai oublié laquelle, et de Taskmaster. Tout ça pour faire face à un vilain assez générique, dont en fait la seule motivation c'est de tuer Deadpool. Alors, honnêtement, c'est très anecdotique. Tu le lis pas, c'est à peu près pareil. Disons que voilà, tu passes une petite heure pas désagréable, et c'est à peu près tout le bien que je peux dire de ce titre. Après, voilà, s'il y a des fans de Deadpool parmi vous, eh ben, je pense que vous apprécierez sans doute plus que moi. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. Prochain rendez-vous, ce sera certainement mardi, pour une vidéo de complément à ma précédente vidéo consacrée aux sorties de janvier. Parce que c'est vrai que j'ai quand même raté pas mal de trucs, et des trucs vraiment intéressants en plus, et donc je vais faire en sorte que cette vidéo soit en ligne mardi. D'ici là, ma foi, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.